Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouri Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, Général Oumar Sano, venez à la barre s'il vous plaît. Vous avez le choix. Vous avez le choix de parler étant debout ou assis. Pour le moment, je vais m'arrêter. D'accord. Vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu sans la présence du public. Je vous écoute. Si vous avez compris. Non, je n'ai pas bien compris. Vous n'avez pas compris. Je dis que vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Et parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public et plusieurs autres droits. Je suis à votre disposition, je peux parler ici. D'accord. Sans problème. Quel est votre nom? Je suis le général de brigade de 2e échelon, Oumar Sano. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans cette année. Où vous êtes né? Où vous êtes né? Je suis né à Conakry. Quelle est votre profession? Militaire à la retraite. Vous êtes domicilié? Présentement à Kobaya, chez moi. Donc vous... Excusez-moi, j'ai un problème un peu. D'accord. Donc si on ne lève pas la voix, j'ai des difficultés pour déchiffrer. Voilà, donc si vous... Le micro, s'il vous plaît. Oui. Général, vous avez dû entendre l'appel des accusés, c'est-à-dire leur nom. Et vous avez certainement vu les parties civiles défiler à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains d'entre eux? Non. Personne. Personne. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux travaillent pour vous? La partie civile? Les deux parties civiles accusées. Oui, les accusés, oui. Je travaille avec beaucoup parmi eux. Est-ce que vous étiez... Mais présentement, est-ce que vous travaillez pour eux? Non. Je ne travaille pas actuellement, je suis à la retraite. Quand est-ce que vous avez travaillé ensemble? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec... Oui, d'abord, depuis que moi j'ai fini ma formation académique, j'ai été officier, j'ai toujours été formateur. Depuis en 87, 88, jusqu'à 90, 93, et jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'au grade de commandant, j'ai été formateur. Bon, est-ce que vous avez travaillé, c'est ce que je veux savoir, vous avez dit que vous avez travaillé avec certains accusés. C'est ça? Est-ce que vous m'entendez, hein? Oui, le président Dadis, il était mon président. J'étais le chef d'état-major général des forces armées. Est-ce qu'il y avait des liens de subordination entre vous? Oui, mais le ministre de la Défense était entre nous. Et présentement, vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce qu'on peut lui faire prêter le serment de témoin, ministère public?
Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai un document qui ne me concerne pas, le document qu'on m'a envoyé. Restez là-bas, quelqu'un va nous envoyer. Restez là-bas. L'affiliation, c'est contrairement... Envoyez le document. Hein? Voilà. Oui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. En attendant. Merci, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire à votre tribunal que monsieur, le général Oumar Sano peut bel et bien être entendu comme témoin sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune entrave à ce qu'il soit entendu en cette qualité. Je vous remercie. La défense. Bon, ce n'est pas sur le document, c'est s'il peut être entendu. Vous avez vu, on l'a fait décliner son identité et tous ses liens de collaboration, de parenté, c'est sur ça. Sur le document, on ne dit rien d'abord. Parce que je suis même en train de lire le document. Oui. Monsieur le Président, nous ne voyons pas la différence entre la situation du général Oumar Sano et celle du ministre Tibou Camara. Bon, le ministre Tibou est passé, donc je voulais savoir oui, s'il n'y a aucune entrave à lui faire prêter avec le votre serment. permission, Monsieur le Président, j'arrive à la conclusion, étant dans les mêmes situations, nous ne trouvons pas d'objection à ceux qui sont entendus comme témoins. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'il peut être entendu sous serment. Il peut bien être entendu, mais pas sous serment. Donc, l'application combinée des articles 415 du Code de procédure pénale et 423, à défaut de m'opposer à son audition, mais je crois qu'il peut être entendu non sous serment. Vous avez cité quelle disposition, maître? 423, 515 du Code de procédure pénale. D'accord. Un autre? C'est tout, Monsieur le Président. Qui d'autre? Ou bien à personne maintenant? Partie civile. Président, nous ne trouvons pas d'objection à ce que M. Sano soit entendu à titre de témoin. Oui, qu'est-ce que vous étiez en train de dire à propos de... Donc, simplement le nom, parce que je vois colonel Oumar Sano. Est-ce que vous êtes venu, hein? Vous êtes venu. Est-ce que vous êtes prêt à être entendu? Oui. Parce que vous êtes là. Oui. Malgré tout ça, est-ce qu'on peut vous entendre? Oui, je suis à votre disposition. Ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps. Il est à la retraite. Et c'est bien lui qui est à la barre de votre tribunal parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc il s'agit bien de la même personne. Merci, Monsieur le Président. On vous redemande encore, Monsieur Sano, est-ce que vous êtes disposé à être entendu? Oui. Maintenant. Oui. Conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale, le tribunal ne trouve aucun empêchement à faire prêter M. Oumar Sano du serment de témoin. Donc sur ce, M. Sano, vous allez prêter serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité.
Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz « Je le jure ». Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage à la barre de ce tribunal est un délit qui est prévu et puni par la loi guinéenne. Donc sur ce, vous ne direz ici que toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Sano, alors dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. En tant que chef d'état-major général des forces armées, au moment des faits, je était à l'état-major général où je commandais les troupes, c'est-à-dire l'armée en général. Mais laissez-moi vous parler des faits avant le 28 septembre. Parce que il y a des points qui ont été soulevés ici, mais concernant, j'ai suivi à la télé, concernant l'ordre donné aux militaires pour s'abstenir de sortir le jour des événements. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. Chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau au camp, je venais à la présidence au camp rendre compte au ministre de la Défense. Je le faisais tous les jours. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc, je le rejoins dans le bureau du président. Je l'ai trouvé en train de parler avec le président. Dès que j'ai pris place, Monsieur le Président a dit, il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire. Je ne veux voir aucun militaire si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires guinéens. Il a dit à la présence de Monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tout ce qui était là-bas. Donc, il l'a dit, il a insisté là-dessus, et il a pris le ministre à témoin. Et le ministre m'a réitéré la même chose. Tu as entendu? Donc, le quartier reste consigné. Il a dit, c'est bien pris. On est resté, après je suis sorti avec le ministre, on est parti dans le bureau du ministre. Parce que nous, on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus, même si on veut rendre visite au président, on venait, les autres chefs d'état-major peuvent témoigner, et d'autres aussi, on venait toujours vers le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus aussi, on passait par le ministre de la Défense. Donc, c'est resté en mémoire. Après, ils ont voyagé sur l'Abbé. Donc, dans les radios, dans les journaux, dans les réseaux, tout le monde entendait les murmures, les informations sur l'organisation de l'opposition. Mais monsieur le ministre, comme vous avez dit, monsieur le président, comme on est venu pour manifester la vérité, rien que la vérité, moi, personnellement, parce qu'il faut parler de soi-même, je n'étais pas convaincu que
que ce meeting allait avoir lieu. Pourquoi? Parce que les leaders politiques étaient tout le temps avec le président. Des fois même quand nous on venait, quand on vient à la présidence, on a un compte à rendre, on vient avec le ministre de la Défense, le ministre rentrait et nous on restait à la porte. On apprenait qu'il est avec tel leader ou tel leader. Donc il n'y a pas ce leader qui ne passait pas à la présidence. Pour nous, les relations qui existent entre lui et ses opposants, c'est un monsieur qui pouvait, le président pouvait les convaincre pour surseoir à ce problème de meeting. Donc c'est pourquoi on n'était pas trop sûr. C'est ainsi que la veille, le 26, j'ai passé le communiqué à tous les chefs d'état-major, aux commandants des grandes unités. Quand je parle des grandes unités, c'est le bataillon du Génie, le bataillon de Kamayenne, le camp Samori, le camp Alpha Yaya, plus les chefs d'état-major, le directeur national de la police et le directeur national de la douane, de se retrouver au camp Alpha Yaya parce que j'ai un message à passer. Donc les gens sont venus. Effectivement, c'était à 10 heures qu'on s'est retrouvés. J'ai passé le message. Le quartier reste consigné. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue. Si le meeting a lieu, seule la police et la gendarmerie sont habilités pour le maintien d'ordre. Tout le reste, quartier consigné, les armes au faisceau. Et vous me rendez compte. Je leur ai laissé aussitôt d'aller dans leurs unités et faire le rassemblement général, passer le message aux militaires et me rendre compte. Moi, j'ai replié. Ce retrouvail n'a même pas fait plus de 10 minutes. À peu près 15 comme ça, 20 minutes. Hein. J'ai laissé tout le monde partir. Et effectivement, arrivés dans leurs unités, ils ont appelé le rassemblement et ils ont passé le message et on m'a appelé pour me dire que le message est passé. Donc, il y a des unités qui ont consigné même ce jour. Les militaires ont passé la nuit là-bas. Ils ont dit que personne ne rentre à la maison. On peut vérifier. Ces personnes qui commandaient ces unités, ils sont vivants encore. Ils m'ont passé le message qu'ils ont fait le rassemblement, que les armes sont au faisceau. J'ai dit d'accord. Donc ce jour, le 28 septembre, moi, dès 7 heures, j'étais au bureau, au camp Samori. J'ai passé toute la journée là-bas, au camp Samori. Et là aussi, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux les armes au faisceau et quartier consigné. Donc, il y avait un petit radio qui était à côté, qui émettait les informations qui se passaient au stade. Donc, c'est à la radio, j'ai suivi beaucoup de choses. Entre-temps, entre 10h, 11h comme ça, je reçois l'appel de la dame, une Française, qui m'appelle, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle se présente à moi. Je suis
responsable de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge, elle est là pour former la Croix-Rouge guinéenne. Elle me dit, je suis au stade, on est débordé. La Croix-Rouge est là, il y a beaucoup de blessés et il y a des morts. Elle dit, on a une seule ambulance. Je voudrais que vous m'aidiez à avoir des ambulances. J'ai dit, attendez, je vais contacter le service de santé. C'est là où j'ai appelé le colonel ministre de la Défense, Diaby. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, où vous êtes? Il dit qu'il est en route, il va dans son chantier à Koya. J'ai dit, attention, il y a quelque chose qui se passe. Il dit quoi? Je ne s'en va pas au stade. Aide-nous à avoir des ambulances. J'ai dit, on m'a appelé à partir du stade. La Française qui gère la Croix-Rouge a besoin des ambulances. Moi, elle m'a demandé, mais moi, je ne peux pas trouver les ambulances. C'est pourquoi je vous demande de trouver des ambulances pour nous. Il a commencé par dire, il dit, toutes les ambulances de l'armée sont en panne, c'est sur cale. Et c'était vrai, parce qu'on a hérité des matériels défectueux après Lansana Conté. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, attends, je te reviens, je vais voir au niveau des hôpitaux. Il dit, je t'appelle après. Il a raccroché. Bon, je suis resté. C'est après, il m'a appelé. Il dit, bon, j'ai appelé la dame, la directrice de l'hôpital Donka. Elle me dit aussi qu'ils ont une seule ambulance, que derrière l'ambulance là, qu'on l'a appelée, comme on appelle, au stade, qu'elle a mis l'ambulance aussi qui va chercher les blessés emmenés. J'ai dit, et les autres? Il dit, bon, voilà, je vais voir. Il dit, je vais voir. Donc, on est resté sur ça. Après, la dame m'a appelé encore. J'ai dit, vous avez trouvé des ambulances? Parce que le ministre me dit qu'il y a une ambulance de Donka qu'il a envoyée, que l'hôpital a envoyé. Il dit, oui, ça fait 2 ambulances, mais c'est insuffisant. C'est ainsi, elle m'a demandé, est-ce que je peux avoir des camions? C'est pourquoi ce serait très, très, très important d'avoir cette dame-là. Elle peut nous dire beaucoup de choses sur cet événement. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, vous voulez combien de camions? Elle dit, même s'il y a 1 ou 2, j'ai dit, ça vous suffit? Elle dit, bon, de voir s'il y a plus, que je peux envoyer 3 camions. J'ai appelé le commandant du train militaire. Je l'ai ordonné de préparer 3 camions carburés avec les chauffeurs à bord. J'ai dit de désigner un chauffeur comme chef de mission. Ils vont directement au stade, rencontrer la Française, se mettre à sa disposition et m'appeler. Donc quand j'ai dit ça, il a dit d'accord. Il m'a dit, est-ce que je peux mettre la corvée? J'ai dit non, pas de corvée. Les camions sont effectivement partis au stade, sont partis se mettre à la disposition de la Française, la Croix-Rouge. Et elle m'a confirmé que les 3 camions sont arrivés. Donc, c'est ces 3 camions que moi j'ai ordonnés. Mais après, par l'intermédiaire des chauffeurs, la dame a pu avoir le commandant du train militaire pour dire que s'il peut augmenter un camion
ils ont envoyé le camion, mais on ne m'a pas dit directement. Donc, il y avait 4 camions. Les 4 camions sont partis au stade. Les 4 camions, ils ont embarqué des corps dedans. Après avoir ramassé les corps, parce que après avoir ramassé les corps, la dame a dit d'envoyer les corps à la morgue. Les chauffeurs ont démarré pour la morgue d'Ignace Dine. Quand ils sont partis à Ignace Dine, ils n'ont trouvé à la morgue, ils n'ont pas trouvé de responsable à qui déposer. Ils ne pouvaient pas décharger les corps là-bas. Ils ont trouvé les gens qui travaillent là-bas, et ceux qui s'occupent des corps, laver, machin, préparer les corps. Et ils ont dit, on ne peut pas recevoir les corps là comme ça. Il dit, le chef n'est pas là, mais on va préparer la salle. On va préparer, parce qu'il y avait d'autres corps, c'est qu'on m'a dit. S'il y avait d'autres corps là-bas, les malades qui sont décédés à l'hôpital et d'autres, les parents à la maison, ils vont déposer les corps. Donc, il fallait préparer. Il fallait préparer la morgue pour recevoir ces corps. Donc, ils ont décidé d'eux-mêmes, les chauffeurs, de ne pas laisser les camions exposés. Ils sont venus au camp Samori, garés, en disant à ces gens, quand ils seront prêts, de les appeler. Donc, ils sont venus garer là-bas. C'est après, quand c'est prêt, ils ont continué, ils ont ramené les corps à Ignace Dine, à la morgue, ils ont déposé. Mais en partant maintenant à Ignace Dine, comment on appelle, je vais dire, en partant à Ignace Dine, je ne sais pas comment on les a informés de revenir. Ça, je ne sais pas. Ça, les informations là, je les ai eues comment? C'est après, j'ai appris dans les radios qu'on a enlevé les corps. J'ai convoqué les chauffeurs et le commandant du train. Je les ai demandés. Ils m'ont dit, il y a 155 corps que la dame a embarqués dans les 3 camions qui sont venus avec Ignace Dine. Et c'est les 155 qui sont venus au camp Samori. Les 155, quand ils sont partis, ils sont repartis, c'est les 155, ils ont déposé là-bas, à la morgue. Après tout ça, les camions sont revenus au camp, garé au parc du train militaire. Parce que j'ai vérifié après, à travers le commandant, si les camions sont rentrés. Ça, c'était vers les bandes de 17h. Maintenant, il dit que tous les camions sont rentrés. Voilà en ce qui concerne les corps. Et ces personnes ont été écoutées. Ils ont été écoutés. Parce que quand on a mis les commissions en place, ils ont dit tous ceux qui ont géré ce problème, je les ai tous mis à la disposition de la commission. Ils ont été écoutés, entendus, les chauffeurs. Donc, voilà en ce qui concerne les camions. Et j'ai dit pour le colonel Diaby, c'est moi effectivement qui l'ai appelé. Et quand il est venu au camp, comment on appelle, à l'hôpital Donka, il m'a appelé, il m'a dit
la dame Fatoussi, qui est directrice de l'hôpital, dit que l'ambulance qui n'a pas trouvé, il a appelé un peu partout. D'ailleurs, que la directrice l'a demandé d'ordonner le directeur de la pharmacie centrale qu'il était obligé lui-même d'aller le chercher. Que vraiment ils sont débordés. Il m'a dit ça. Donc, après, moi, quand c'est vers 16h et quelques, 16h et quelques, j'ai quitté le camp avec l'actuel directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, qui était directeur de cabinet à l'époque encore. On est parti vers le camp Alpha Yaya. On dit, parce que le journal n'était pas là, pour rendre compte de ce qui s'est passé la journée concernant l'armée. Si je dis concernant l'armée, les responsables que j'ai appelés et j'ai ordonné, chaque 1 heure, j'appelais les chefs d'état-major pour me dire comment ça se passe dans les camps. Et il me disait que les gens sont en place, personne n'est sorti. Donc, à 16h, moi j'ai bougé avec le général maintenant. On est parti vers le camp Alpha Yaya. On dit on va aller rendre compte de ce qui s'est passé dans les unités. On trouve le président Dadis dans le salon. On le trouve, il était avec les éléments du salon. Donc, quand on est venu, on l'a trouvé, il criait sur ces gens. Vous m'avez empêché de sortir. Je voulais aller calmer les gens. Vous m'avez empêché de sortir. Hein? Vous tous, vous êtes des... Il disait des choses sur eux. Quand il veut s'approcher de la porte, tout le monde vient prendre son pied. Il dit non, de ne pas. Il dit que l'on cachait la clé de son véhicule, qui n'a pas pu sortir. Qu'il connaît les militaires guinéens. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils m'ont trahi. Il a parlé. Donc nous, on a cherché à le calmer. Moi et Abba. On l'a calmé. Il est venu, il s'est assis sur le fauteuil. On a essayé on n'a même pas pu faire le compte rendu. Donc on a essayé, quand il s'est calmé, on est resté jusqu'à 17h. Nous on a pris congé, on est acquitté. 17h et quelques. On a pris congé, on est retourné, moi et Abba. Donc voilà, c'est la journée du 28 septembre. Ce que moi j'ai vu, j'ai vécu. Monsieur Sanou, général Sanou, vous étiez le chef d'état-major général des forces armées à l'époque. Effectivement. Est-ce que tous les camps qui sont sur le territoire national relevaient de vous? Effectivement. Tous les camps militaires, je veux dire. Effectivement. Est-ce que ce jour, quand vous avez été informé de la situation qui prévalait au Stade par la dame de la Croix-Rouge dont vous venez de parler, est-ce que vous avez pensé un peu à vous déplacer pour vous renseigner sur ce qui se passait un peu dans les camps? Parce que vous aviez donné auparavant l'ordre à tout le monde de rester dans les casernes. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller un peu voir si l'ordre était respecté? Je ne me suis pas déplacé. Je ne suis pas sorti du camp jusqu'à 16h et quelques. Les chefs d'état-major, c'est mes interlocuteurs directs.
entre moi et la troupe. J'ai donné les ordres et il me remontait l'information que tout allait bien dans les camps et personne n'est sorti, les armes sont au faisceau. Mais moi, ce jour-là, je ne suis pas sorti au camp, sauf à 16h et quelques, je suis allé, on a pris l'autoroute directement, le camp Al-Fayher. Vous avez dit qu'à la veille de cette manifestation ou de ce meeting, vous avez réuni vos collègues pour leur dire qu'aucun militaire ne devait sortir ce jour. Effectivement. Est-ce qu'après les événements, vous avez tiré les conséquences? Après les événements, le président a dit qu'il allait mettre une commission en place. Ils vont mettre une commission en place, une commission nationale et une commission internationale qui va faire la lumière sur cette affaire. Donc, on ne s'est pas réunis pour discuter de ce problème. Quand il nous a dit ça, on attendait tout que la commission soit mise en place. Et effectivement, quand cette commission a été mise en place, j'ai été plusieurs fois consulté par la commission parce que tous les gens qu'ils avaient besoin pour entendre, je mettais les personnes à leur disposition. Et on les écoutait. Commencer par moi-même. Ils ont fait mon audition. Oui, ça, vous parlez du chef de l'État. Mais vous-même, vous avez dit ici que tout ce que vous faisiez avant, vous rendiez compte immédiatement au ministre de la Défense, qui était l'interlocuteur, laissez-moi finir, qui était votre interlocuteur auprès du chef de l'État. Est-ce qu'au sein de l'armée, parce qu'avant, vous avez réuni tout le monde pour dire à tous les militaires de rester ce jour dans les casernes. Oui. Est-ce qu'après, vous avez cherché à faire la même chose pour savoir est-ce qu'il y a eu des militaires qui se sont rendus au stade? Est-ce qu'il y a eu des militaires qui n'ont pas respecté les consignes? Est-ce que vous avez réuni encore, en tant que chef d'état-major de l'armée, est-ce que vous avez réuni encore les militaires ce jour pour le savoir? Bon, je n'ai pas réuni les militaires, mais voilà comment ça est. Le ministre n'était pas là. Il était à l'intérieur du pays. Mais quand il est venu, je l'ai rendu compte. Je l'ai rendu compte que tout s'est passé parce que je n'ai pas eu de rapport, je n'ai pas eu de compte rendu sur un militaire des rangs qui est sorti pour aller au stade. Si on m'avait rendu compte, j'allais prendre mes dispositions pour cela. Mais aucun compte rendu et comment on appelle, les chefs d'état-major m'ont confirmé que l'information qu'on les a remontée, c'était ça. Les gens sont restés dans les camps, les armes au faisceau, personne n'est sorti. Pour preuve, il y a comme l'aviation, génie, machin, ils ont passé la journée là-bas. Le jour qu'ils ont fait, ils n'ont laissé personne partir. Les armes étaient au faisceau, ils ont consigné automatiquement le 27. Les gens, ils ont dormi là-bas. Et même la nuit, on m'appelait pour me dire, ah, nous on est là, nous on est dans les unités, parce qu'on a dit que personne ne sort. Sinon, on allait... Qui a dit aux militaires ce jour de convoyer les corps à la morgue d'Ignace Dine? Voilà. Les chauffeurs disent que c'est la dame. Après avoir, ils ont dit envoyer les corps à Ignace Dine, la française. Et quand ils sont venus à Ignace Dine, qui leur a dit de ramener les corps au camp? C'est leur propre initiative, qui ne pouvaient pas laisser les corps exposés, les véhicules exposés là-bas, parce que les gens venaient et partaient. Les gens disent que la salle n'est pas préparée. Il faut qu'ils préparent la mort
pour recevoir telle quantité. Vous Donc, n'étiez ils ont plus, décidé eux-mêmes, de leur propre initiative, de venir garer les véhicules. vous n'étiez plus en contact avec eux? Non, moi, ça, on m'a expliqué après. Est-ce que vous n'étiez plus en contact avec eux? Avec les chauffeurs? Oui. Non. Vous ne Non. saviez plus ce C'est qui se passait? Après, c'est-à-dire, ça c'est après. Mais avant de partir au camp Salva, j'ai appelé le commandant du train pour vérifier si les camions sont revenus. Effectivement, il m'a dit que les camions sont rentrés au camp, les 4 camions. Avec les C'est- corps? Voilà. Ou C'est bien là après, où- s'il vous plaît? Moi, Avec- j'ai s'il vous plaît, dit même, excusez-moi. les camions sont revenus, effectivement, les 4 camions, avec les corps ou vides maintenant? Après avoir déposé, les camions sont venus vides. Est-ce que vous avez vu ces camions avec ces corps? Je n'ai pas vu les corps. Monsieur le Président, Ça veut dire que tout se passait comme ça, vous n'étiez au courant de rien. Les camions, vous avez donné des instructions pour que les camions partent au stade, mais après tout ce qui s'est passé, vous n'étiez au courant de rien, Non, jusqu'à ce que les camions reviennent vides. non. J'ai dit que la dame, j'étais en contact avec la Française. Quand elle a fini, elle m'a dit que les camions, elle a laissé les camions, mais les camions sont partis à Niasdine pour déposer les corps. Monsieur le Président, Le commandant du train, c'était qui? c'était Abakar Doumbouya. Il est colonel maintenant. D'accord. Et les chauffeurs, ils sont toujours là? C'était qui les chauffeurs? Bon, c'est les anciens, je ne sais pas s'ils sont retraités ou bien s'ils sont dans les rangs, mais c'est vérifiable parce que Est-ce que vous vous souvenez d'eux, de leur nom, ou bien vous savez rien des De chauffeurs? De leur nom, ou bien vous non, savez rien? non. Les chauffeurs ont été désignés par ils ont été désignés par le commandant. Ils ont parti, je ne les ai pas rencontrés avant qu'ils ne partent. Parce que moi, j'ai ordonné. Ils ont mis les chauffeurs sur le camion, ils sont partis. C'est bon. Mais c'est après tout, quand j'ai appris par les radios, les journaux que les corps ont disparu, j'ai appelé, je dis, les chauffeurs, j'ai demandé, ils m'ont dit de demander la dame 155 corps et demander à Niasdine combien de corps ils ont reçus. C'est très facile à vérifier. C'est bon. Ministère public, des questions. Vous avez le droit à tout moment de nous dire que vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer. Non, je peux continuer. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Général, Oui, alors tout d'abord, nous vous remercions très sincèrement d'avoir comparu devant ce tribunal pour éclairer sur ce que vous connaissez dans cette affaire. Vous confirmez avant tout d'abord que vous étiez le chef d'état-major général des armées effectivement. au moment des faits. Effectivement. Je voudrais savoir, quand on parle de chef d'état-major général des armées, quelle est l'étendue de son pouvoir? Voilà. Le chef d'état-major a en charge la commande de l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie. Mais je peux vous expliquer pour la gendarmerie comment ça s'est passé. Vous savez, en Guinée, avant, on appelait les chefs d'état-major de la gendarmerie, chef d'état-major de la gendarmerie simplement. Mais c'est au temps du CNDD qu'on a ajouté, comme on appelle, l'appellation haut commandement de la gendarmerie et directeur général de la justice militaire. Comment?
quand j'étais chef d'état-major, j'ai été invité à assister à la fête de l'indépendance du Sénégal. Donc, pour partir, j'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie de venir avec moi. On est parti voir le ministre de la Défense. On l'a dit, il a dit si je peux partir avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Il dit il faut que le président donne son aval. On s'est porté dans le bureau du président Dadis. On a posé le problème. Il dit qu'il ne trouve pas d'inconvénient à cela. Excusez-moi. Donc, c'est pourquoi j'ai fait le déplacement avec le chef d'état-major de la gendarmerie. Pourquoi? C'était pour se référer sur l'organisation, parce qu'il me disait ça souvent. Si on pouvait organiser une mission pour qu'il aille voir comment c'est pour... parce qu'on avait relancé la réforme de l'armée et on était beaucoup en avance. C'est vrai au temps de CNDD, il y a des témoins, même au niveau international. Donc, c'est pourquoi j'ai été avec lui. Et après la fête, j'ai demandé au chef d'état-major général des forces armées du Sénégal d'organiser une visite pour le chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai dit, il veut voir le modèle d'organisation qui se passe au Sénégal. Lui, il a accepté et il a organisé la visite toute une journée. Il est parti, il a visité les bureaux. Ce jour-là, il est parti là-bas seul. C'est bon, hein? C'est bon. Moi, je voudrais tout simplement savoir quels sont les corps qui rentrent dans votre contrôle, l'étendue de votre pouvoir. Vous avez dit que c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Oui. Donc, même, et la douane. La douane fait partie de... Bon, la douane, pas tellement, mais on les associe parce qu'on a dit les forces, comment on appelle Est-ce que la douane fait partie? La douane fait partie de... Non, voilà. Parce que c'est des paramilitaires. C'est bon. Du ministère. La police fait partie? La police, oui. On associe la police quand il faut prendre, comme on appelle, des dispositions pour la sécurité générale dans le pays. Mais ils relèvent de leur ministère, c'est des paramilitaires aussi, ils ne relèvent pas directement de moi. Alors. Mais jusque maintenant, ça se passe, quand il y a des réunions, on associe tout le monde. Est-ce que... C'est pourquoi on dit les forces de défense et... Est-ce que... je voudrais savoir, puisque dans votre narration, vous avez parlé de la réunion. C'était le 25 ou le 26? Vous êtes venu trouver le président Dadis le 25. Quand voilà, vous êtes venu rendre compte au ministre de la Défense. Oui. Est-ce que c'est le 25 ou le 26? En tout cas, c'est entre les deux, 25, hein, je crois. 25 ou 26. Vous l'avez trouvé avec le président Dadis? Avec le président Dadis. Où vous les avez Non, avec le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Oui. Je parle du ministre de la Défense. Quand vous êtes venu le rendre compte, vous l'avez trouvé où? Dans son bureau, avec le ministre de la Défense. Avec le ministre de la Défense. Oui. C'est ce que je voudrais savoir. Alors, la réunion au cours de laquelle vous avez répercuté les instructions du président de la République, est-ce qu'au cours de cette réunion, tous les corps que vous venez de numérer, qui rentrent dans vos attributions, étaient présents? Je veux parler principalement de la gendarmerie, de la police, l'armée de terre et l'armée de l'air. Est-ce qu'ils étaient tous présents à votre entretien? Ils étaient tous présents. La police, la gendarmerie, la douane, tout le monde, toutes les forces de défense et de sécurité.
Tout le monde est venu et j'ai dit, parce qu'il fallait faire la différence. Ceux qui sont chargés de maintien d'ordre, j'ai dit, eux, c'est leur mission régalienne. Mais les autres restent en caserne, quartier consigné. Est-ce que les instructions étaient générales ou bien il y avait des corps qui faisaient exception, à qui vous avez donné le pouvoir ce jour de sortir pour encadrer la manifestation? Quelle manifestation? La manifestation de 28. Je n'ai ordonné à personne. Non, vous ne m'avez pas compris. Ouais. Je voudrais savoir, puisque vous avez donné une consigne générale, Ouais. est-ce que cette consigne s'étendait sur tous les corps ou bien certains corps faisaient exception à qui vous avez donné autorisation par endroit de veiller à encadrer la manifestation? Voilà. En tout cas, tout ce qui relevait de moi, en tant que chef d'état-major, quand on m'a nommé, on m'a donné mes attributions, tout ce qui relevait de moi sont restés quartier consigné. Donc, monsieur le général, on peut conclure, d'après votre explication, qu'il n'y avait aucune exception. Tout le monde était demandé à être consigné. Gendarmerie, police, l'armée de terre. Oui. C'est ce que vous avez... Non, pas la gendarmerie. J'ai bien dit. La gendarmerie et la police sont habilitées. C'est leur mission régalienne. Vous avez donné ces consignes-là? En là-bas, j'ai dit excepter les deux. Parce que c'est leur mission. Et ils le font à tout moment. Ils le font à tout moment. Et dans tous les pays, c'est la gendarmerie et la police. Est-ce que, puisque la gendarmerie, oui, vous savez, dans la gendarmerie aussi, il y a des catégories, si je comprends bien. Est-ce que c'est tout le corps de la gendarmerie ou bien certains gendarmes ne faisaient pas partie du maintien d'ordre? Vous savez... À qui les consignes sont... Vous savez, maître, même au niveau de l'armée de terre, c'est bien structuré. Quand on dit l'armée de terre, ça englobe. Et quand on dit la gendarmerie, ça englobe aussi. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai affaire au chef d'état-major de la gendarmerie. Je l'ai dit, excepté la police et la gendarmerie. Donc, je ne pouvais pas dire telle unité de la gendarmerie ne doit pas sortir ou bien doit sortir. Non. Ils ont leur organisation et ils ont leur, comment on appelle, manière d'agir dans le cadre de maintien d'ordre. Ils sont même formés pour ça. D'accord. Oui. Alors, vous déclarez qu'ici, qu'à partir du 27, votre consigne a été respectée, à partir du 27 même. Oui, à 10h. Quels sont les corps qui ont respecté ce même jour? Tout le monde, tous les gens que j'ai appelés étaient présents dans la salle. Dans la salle? Oui, ils étaient présents dans la salle. Bon, d'autres disent réunion, pour moi, ce n'est pas une réunion. Je les ai appelés pour passer les instructions. Et j'ai laissé tout le monde, j'ai dit, allez immédiatement faire le rassemblement et passer le message. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour moi, ce n'est pas une réunion. Général, je voudrais une précision. Est-ce que, habituellement, dans l'armée, pour donner une consigne de cette envergure, vous le faites verbalement ou par message radio? Comment vous avez l'habitude de faire? Non. On peut passer le message, comme je l'ai fait, pour convoquer les gens de venir là-bas. Mais pour moi, c'était tellement important, donc je voulais que les gens entendent ça de ma propre voix. C'est-à-dire, face à face, que je dis à chacun, voilà le comportement adopté ce jour. En tout cas, ça, je sais que personne ne va dire je n'ai pas reçu le papier ou bien on ne m'a pas dit. Si tu es là et je parle devant toi, après tu ne vas pas me dire que tu n'as pas entendu. Vous n'avez pas fait de message?
à l'endroit des différents camps de pays? Message radio ou par un acte écrit? Je n'ai pas fait d'acte, j'ai voulu qu'ils entendent ça de ma propre bouche. Okay. Je vais revenir sur la question, vous étiez chef d'état-major général. Effectivement. C'est pourquoi j'ai eu l'intérêt de la question. Je voudrais savoir l'étendue réelle de vos pouvoirs. Le 28, vous confirmez que vous étiez au camp Samori Touré? Le 20? Le 28 septembre, oui. Le matin. Oui. Vers 7 heures. C'était tous les jours. Est-ce qu'avant 10 heures, puisque vous déclarez que c'est à 10 heures, vous avez appris qu'il y a des événements, ce qui a été conforté par l'appel de cette dame qui travaille à la Croix-Rouge, oui, demandant votre service. Ouais, entre 10h et 11h. Est-ce que bien avant 10 heures, cet appel, à partir de 8 heures, on vous a rendu compte de ce qui se prévalait à Conakry, ouais, ce qui prévalait au stade du 28 septembre, ouais, étant chef d'état-major général de l'armée? Oui, il y avait même un petit poste radio à côté où ça c'était tout le temps dans mon bureau. Quand je viens le matin, j'allume pour écouter les informations. Donc, mais il y avait les murmures avant ça. On entendait de tous les bords que les gens veulent marcher, voilà, à la télé, à la radio, partout. Ça dit. Mais moi, je dis que je n'étais pas sûr parce que je voyais tous ces gens-là au camp. Pour moi, vraiment, ils vont s'entendre et puis... Je voudrais dire, ouais, est-ce qu'un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire l'atmosphère qui régnait à Conakry, en général et en particulier au stade? Est-ce qu'un de vos subordonnés vous a appelé pour vous décrire ce qui se passait, étant chef d'état-major général de l'armée? Puisque vous avez fait appel, ouais, au chef d'état-major général de l'armée de terre, tous les corps qui rentrent dans vos attributions. Est-ce que quelqu'un d'entre eux vous a appelé pour vous rendre compte de la situation qui prévalait à Conakry en général et au stade en particulier? Non, c'est moi qui appelais, chaque 1 heure du temps, j'appelais les chefs d'état-major et je leur demandais, voilà, quelle est la situation? On me disait, ah, les gens sont là, ils ne sont pas sortis. Ils sont là, les armes sont au faisceau. Et quand la café est consignée, comme ça, vous pouvez vérifier, à chaque 1 heure ou 2 heures, on fait l'appel des gens pour voir s'ils sont les rangs.